Au début de l'année 2023, un appel à la mobilisation contre la réforme des retraites est lancé par les principaux syndicats et suivi par plus d'1 million de personnes. Malgré cette forte protestation, le gouvernement n'a pas cédé, et l'âge légal de départ à la retraite est décalé de 62 à 64 ans au 1er septembre de la même année. Bref, vous connaissez l'histoire. Mais est-ce que vous saviez que depuis ce moment-là, les syndicats n'ont rien lâché et continuent de négocier avec les gouvernements successifs ? Ces organisations participent activement à la vie démocratique, en favorisant le vivre ensemble et en investissant les différentes luttes sociales. Mais depuis les années 90, les syndicats connaissent un taux d'adhésion très faible. Il est autour de 10%, soit un salarié sur 10. Et plus les entreprises sont petites, plus le nombre de salariés syndiqués baisse. Mais la différence la plus flagrante, elle est liée à l'âge. Chez les moins de 30 ans, on a seulement 2,7% de salariés syndiqués, alors que si on va chez les plus de 50 ans, ils sont 14,7%. Pourtant, leur rôle et leur force de frappe sont capitaux pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Et les adhésions leur permettent d'avoir plus de poids dans leurs négociations. Pour mieux comprendre les syndicats et l'importance d'y adhérer, il faut d'abord connaître leur histoire. Pour cela, nous avons rencontré Mathilde Larère, historienne et enseignante-chercheuse à l'université Gustave Eiffel. En août dernier, elle a publié un livre intitulé « On s'est battu pour les gagner » qui retrace l'histoire de la conquête des droits en France. Comment sont nés les syndicats? En fait, ils sont nés avant d'être autorisés. Voilà, on est pendant très longtemps en France dans un contexte où les patrons ont le droit de s'organiser. Il y a des chambres de commerce, il y a des chambres d'industrie, mais où les ouvriers, les ouvrières n'ont pas le droit de s'organiser. Alors évidemment, ils le font quand même, hein, et surtout, ils le demandent de façon incessante, hein, parce qu'il y a une prise de conscience très tôt que l'organisation, l'association, c'est la condition pour mener la lutte. Et donc, ils outrepassent l'interdiction. Il y a des chambres syndicales illégales qui existent, il y a des formes de syndicaux illégaux qui existent. Et face à cette réalité, que les ouvriers s'organisent et que de facto, il y a des syndicats, même s'ils n'ont pas encore exactement ce nom. Waldeck-Rousseau, qui est un ministre républicain sous la Troisième République, va reconnaître le droit d'association des travailleurs et des travailleuses, mais il le reconnaît pour le limiter. Il ne faut pas que ce soit dans l'entreprise, pas dans l'atelier, pas dans les usines, c'est écrit dans la loi, il ne faut pas que ce soit dans la fonction publique. Il y a tout un tas de limites, mais la possibilité d'avoir un syndicat dans les formes actuelles, et d'ailleurs l'un des premiers syndicats qui existe encore maintenant, hein, centrale syndicale, il est né dans ces années-là, c'est la CGT. La CGT, elle naît en 1895, et ensuite toute la période de 84 jusqu'à nos jours est une grande lutte pour vraiment que soit reconnu le droit de se syndiquer. Mais les différents droits syndicaux qu'on a, ils datent à différentes périodes de notre histoire. Dans n'importe quelle boîte, que vous puissiez avoir une heure syndicale, que vous puissiez avoir un tract syndical distribué à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça date de 1968 par exemple. Que vous ayez des délégués du personnel, ça date de 1936. Les droits ont été acquis, conquis même, je préfère dire conquis, grâce à la lutte. Et les syndicats sont un des outils de cette lutte. Maintenant, s'il y a des syndicats et qu'il n'y a personne pour rentrer en grève, ça ne marche pas tout seul. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui suivent. Une fois qu'on a bien rappelé ça, en fait, tout ce qui a été acquis au XXe siècle, il est acquis grâce aux syndicats. Souvent, c'est parce qu'ils vont s'unir que ça va fonctionner, mais la loi des 8 heures, donc la limitation de la journée de travail à 8 heures, c'est les syndicats, hein, c'est la CGT très largement qui a mené cette lutte et qui l'a conduit à la victoire. Les mobilisations pour obtenir le dimanche férié, c'est la CGT. Et la liste ne s'arrête pas là. On peut aussi citer par exemple le droit à la retraite, les 5 semaines de congés payés, la semaine de 35 heures, les conventions collectives, etc. Vous l'aurez compris, le monde du travail en France ne ressemblerait en rien à ce que l'on connaît s'il n'y avait pas eu la mobilisation des syndicats au XXe siècle. Ce récit des luttes est important, mais il se fait de plus en plus rare. Comme nous l'a dit Mathilde Larère, ce n'est plus vraiment quelque chose que l'on apprend à l'école. Pourtant, il faut raconter les syndicats pour faire comprendre leur importance. D'autant plus que depuis les années 1990, les politiques s'attaquent aux droits syndicaux et à certains acquis sociaux. Après, on va dire une séquence qui était plutôt favorable aux travailleurs, aux travailleuses et à leurs droits, qui commence au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, parce que le patronat est complètement démonétisé par la collaboration, parce que le Parti communiste est le premier parti de France, on a tendance à l'oublier, mais enfin c'était le cas à l'époque, parce que la CGT est un syndicat extrêmement fort avec un nombre très très élevé d'adhérents, on dépasse le million, donc
il y a eu une période très favorable et qui s'est marquée par tout un tas de droits et de conditions de travail extrêmement profitables. C'est l'État social, c'est la sécurité sociale, c'est des salaires bien meilleurs, c'est des limitations du temps de travail. Enfin voilà, il y a eu une séquence positive et qui est détricotée. Mais en gros, avec l'arrivée du néolibéralisme, d'autres l'ont bien documenté. Donc effectivement, ça commence à détricoter dans les années 90 et ça ne fait que s'accentuer. Et s'agissant des droits syndicaux, parce que évidemment, quand on veut détricoter les droits des travailleurs et des travailleuses, eh ben, on s'en prend à l'organisation qui mène les luttes. Et ça, c'est très clair, avec tout un tas de lois et de dispositions qui ont limité leurs droits. Alors ça s'accélère à partir du moment où Macron est ministre du Travail avant d'être président, mais il y a fusion des différentes instances de représentation, ce qui, comme elles sont fusionnées, limite le nombre de représentants du personnel dans les entreprises. Il y a une offensive médiatique, évidemment je parle des médias dominants, massive, contre les syndicats qui sont présentés comme des privilégiés. Il y a plein de choses. Et dans un contexte où l'atomisation du travail, la multiplication des CDD est défavorable à l'organisation syndicale. L'historienne décrit un pouvoir qui semble ne plus vouloir plier face à des revendications syndicales, prêt à s'asseoir sur les droits syndicaux et la démocratie. Elle alerte notamment sur une criminalisation nouvelle et préoccupante des représentants syndicaux. Si l'on ajoute à cela la charge économique que représente l'adhésion à un syndicat, on tient peut-être un élément de réponse sur le faible taux de syndicalisation. Un régime qui ne reconnaît pas les droits syndicaux n'est pas une démocratie, tout simplement en fait. Il faut une possibilité de représentation et d'organisation des gens dans le cadre du travail pour faire valoir leurs revendications et leurs droits. Donc, de toute façon, on ne peut pas penser la démocratie sans le droit syndical, c'est pas possible.